Alors voilà, il est 19h06 et je crois qu'on va commencer ce Zoom. Je remplace Sylvie qui est, comme je le disais à ceux qui étaient déjà présents, connectés, qui est loin en Espagne, au-delà des Pyrénées. Et donc, nous accueillons aujourd'hui Jean-Baptiste Caron, qui est un artiste que vous connaissez sans doute presque tous. Sa galerie est le 2248 et il sera présenté, accompagné dans sa présentation par Thomas Faure. Thomas Faure, encore une fois, je le redis à ceux qui n'étaient pas là quand je le disais la première fois, que nous connaissons déjà pour l'avoir avec brio présenté eh bien, Ulysse Bordarias, commissaire d'exposition, critique d'art, enseignant, il enseigne l'histoire de l'art. Donc, vous salue tous, et en particulier Jean-Baptiste et Thomas. Je vais vous laisser la main plutôt, Thomas. Je pense que je vais vous donner la parole. Donc, vous avez 40 bonnes minutes, peut-être 45 minutes pour vous entretenir et nous laisser aussi nous montrer en PowerPoint que j'ai pu voir rapidement, comme ça, fugitivement, incroyablement bien fait. Voilà, qui est le résultat d'un effort collectif de Thomas et de Jean-Baptiste et de Thomas. Voilà, Thomas, je vous laisse la main. C'est bon. Parole et bonsoir et merci d'être là tous les deux pour d'avoir répondu à l'invitation d'Artaïs avec empressement. Voilà, donc… Merci à vous. Ouais. Merci Mathieu pour cette présentation. Merci de l'invitation évidemment à vous Mathieu et à l'ensemble des membres d'Artaïs, à Sylvie qui est presque avec nous et qui regardera, j'en suis sûr, l'entretien. Évidemment, c'est toujours un plaisir de conduire ces entretiens Zoom. Comme vous l'avez dit, j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Ulysse et c'est un plaisir aujourd'hui de réitérer l'expérience avec Jean-Baptiste Caron. Jean-Baptiste avec lequel je travaille, on va dire, de façon assez régulière, ou en tout cas, on se suit mutuellement dans nos pratiques. Et on avait eu l'occasion de travailler sur une exposition, une exposition personnelle à la galerie 2248 en 2015. Exposition sur laquelle on ne reviendra pas forcément en détail, mais à travers les œuvres qui sont présentées dans le PowerPoint, vous aurez l'occasion de découvrir certaines des pièces sur lesquelles on avait plus particulièrement réfléchi ensemble et que j'avais pu accompagner. Aujourd'hui, on vous propose, à travers notre échange, de découvrir l'ensemble de la démarche de Jean-Baptiste à travers 4 points, 4 thématiques très ouvertes qui, on l'espère, vous permettront de rentrer un peu plus en profondeur dans son travail. Jean-Baptiste, je te laisse peut-être activer le partage d'écran, comme ça on va pouvoir commencer. Juste un petit instant, Michel Coubret, est-ce que vous pouvez couper votre micro pour donner à nos invités le plus possible de bande passante? Je ne sais pas où il est, je ne suis pas sur mon ordinateur, je ne comprends rien du tout à l'engin là. Bon, bah écoutez. Comment ça se marche? Pardon. Ça y est, c'est éteint là? Oui. Je sais pas. Mais alors, j'ai plus personne maintenant, j'ai plus d'artistes, j'ai plus… Ah voilà, bien. Pardon, Jean-Baptiste et Thomas. Oui, le partage d'écran marche. Ouais, voilà. Du coup, on voulait entamer cette discussion avec la première exposition personnelle de Jean-Baptiste à la galerie 2248 mètres carrés, exposition qui s'intitulait 44,96 mètres carrés. Et cette première exposition me donne l'occasion de lancer notre discussion sur l'un des premiers thèmes que je souhaitais aborder avec toi, Jean-Baptiste, autour de la notion de ce dialogue ou cette dialectique entre invisible et visible, qui sont effectivement 2 termes qui ont porté ta démarche sur cette exposition précisément, mais qui, je crois, continuent
d'avancer, de faire avancer tes recherches. Est-ce que tu peux nous parler évidemment de cette exposition et peut-être entamer une réflexion sur le visible et l'invisible? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, avec cette œuvre, j'ai réalisé une œuvre un petit peu radicale, puisque j'ai positionné donc, des miroirs sur la vitrine de la galerie. Donc, côté qui reflète à l'intérieur de la galerie. Donc, nous, on voit le derrière du miroir. Et j'ai fermé la galerie aux visiteurs. Donc, c'était un petit peu radical. Donc, bien évidemment, ça fait écho à plein d'autres. C'est des citations à d'autres artistes qui ont effectivement pratiqué ce genre d'œuvre, de vide ou sur l'invisible. Et c'était aussi donc pour moi l'occasion donc de mettre en pratique des notions qui m'intéressent, celle de l'invisible effectivement, et que je peux développer au travers de ma pratique de la prestidigitation. C'est des pensées comme ça ou des tours qu'on peut avoir dans la magie avec l'invisible. On fait croire qu'il existe des choses comme ça. Et là, c'est aussi la première fois que comment dire, j'utilise des miroirs, mais où il y a un lien à la magie dans le sens où quand, par exemple, dans les trucages de boîtes de magie, on peut trouver des miroirs qui sont positionnés à 45 degrés et qui reflètent la partie manquante et qui fait croire que le cube est vide. Donc là, ça part un petit peu de cette idée-là. Donc je reflète l'espace de la galerie et je le dédouble. C'est pour ça donc que les dimensions de la galerie et le titre de l'expo sont le double, donc 44,96. Donc j'avais joué avec ça et j'invitais donc les spectateurs, les visiteurs à venir habiter l'espace imaginaire, donc l'espace reflété par les miroirs. Et donc effectivement, on peut voir après donc, le vernissage qui avait lieu dans la partie reflétée de la galerie. On pouvait quand même apercevoir un petit peu de ces reflets dans l'entrée de la galerie, un petit sas où on pouvait comme ça s'imaginer le reflet, la partie manquante, le reflété. Voilà en gros le principe de l'œuvre. Effectivement, là, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, il y a une réflexion qui est portée aussi sur les enjeux de l'exposition. L'exposition qui devient ici véritablement un geste artistique, puisque c'est l'ensemble des données de l'exposition, à la fois son espace, le lieu qui l'accueille, le vernissage, le titre aussi, qui sont pris en compte dans l'ensemble de ce qui fait œuvre. Comme tu disais, hein, on pourrait connecter ça aussi à une histoire des expositions radicales, ces expositions où il n'y a rien à voir, hein, qui ont été aussi l'objet d'une recherche par Nathalie Desmet, qui est chercheuse, maître de conférence à Paris 8 et qui t'a accompagné, il me semble, sur cette exposition. Exactement. Est-ce que ces expositions vides, évidemment, je pense à l'exposition dont le titre est en fait beaucoup plus long, réalisée en 1958 à la galerie Iris Clair d'Yves Klein, dont le titre était La spécialisation de la sensibilité à l'état matière première en sensibilité picturale stabilisée. Évidemment, on comprend bien pourquoi il est plus facile de la nommer l'exposition vide. Est-ce que ces expositions vides, c'est quelque chose sur lequel tu as fait des recherches ou avec Nathalie, est-ce que vous aviez parlé à l'époque de ça ou pas du tout? Pas énormément, oui, elle m'en avait parlé un petit peu parce qu'effectivement, elle faisait des recherches très poussées là-dessus. Mais moi, à la base, je ne connaissais pas tout son travail de recherche. Mais moi, j'ai vraiment ma pensée comme ça de magicien, d'artiste. Et quand j'ai vu l'espace, la première fois que je visitais cette galerie, qui deviendra par la suite ma galerie, et donc c'est la première fois que je voyais cet espace et que en fait, l'histoire, c'est que je devais remplacer quelqu'un et j'avais un espace un temps court pour réaliser cette œuvre et enfin pour proposer une exposition. Et moi, j'ai tout de suite eu cette idée qui est un peu radicale. Je l'ai proposée et ça a fonctionné. Effectivement, je ne connaissais pas forcément toute l'histoire de l'art qui concerne le vide, mais qui m'intéresse énormément. En fait. Ce qui me semble intéressant, c'est bon, il y a deux choses. Il y a évidemment une sorte de radicalité, c'est une sorte de pied de nez aussi à ce qu'est une exposition. Et de plus, ici, une première exposition personnelle en galerie, généralement, on s'attend à une démonstration. C'est l'antithèse de la démonstration. Pourtant, tu dédoubles l'espace. Et on avait l'occasion d'en parler juste avant cette rencontre ensemble. Effectivement, j'ai l'impression qu'en fait, à travers cette exposition, c'est comme une matrice que tu n'anticipais pas forcément, mais qui contient déjà beaucoup de choses que tu poursuis
encore actuellement. Et ça m'amène aussi à réfléchir à la pièce suivante, qui est X mètres cubes d'air, réalisée en 2018, qui était aussi, dont l'un des 4 modules, il me semble, était présenté au sein de la galerie. Et là, c'est intéressant puisqu'on a vu dans la première exposition le dédoublement de la surface de la galerie et donc la moitié de cette galerie qui effectivement se réfléchit, mais on ne peut pas la voir à travers les miroirs. Et donc, on doit aussi la penser conceptuellement, l'imaginer. Et là, on avait également à penser une forme que tu vas nous décrire un peu plus, mais qui étend l'espace de la galerie à l'espace de la ville. Une œuvre finalement qui s'appréhende aussi par le déplacement. Oui, elle s'appréhende aussi de manière conceptuelle et imaginaire, puisque l'idée c'était de réaliser donc un cube invisible. Donc là, l'œuvre est circonscrite par ces 4 angles, 4 coins du cube invisible. Et donc, j'avais positionné un des cubes dans la galerie et les 3 autres, enfin une des pierres dans la galerie et les 3 autres étaient positionnées à égale distance dans Paris. Et donc, après, les spectateurs étaient invités à arpenter la ville pour aller voir les 4 coins du cube invisible. D'ailleurs, j'ai un petit plan ici, donc on voit bien en haut là qu'il y avait la première pierre, pardon, avec la galerie 2248. Ensuite, j'avais positionné une deuxième dans un cimetière, une autre dans une boutique et dans l'atelier de Gérard Fromanger. Voilà, un petit clin d'œil, il nous a quittés là récemment. Et donc, il y en avait une qu'on ne pouvait pas voir. Il ne voulait pas qu'on vienne dans son atelier, mais effectivement, elle y était quand même. Et donc, c'est une œuvre donc, qui peut exister donc, à l'échelle de la galerie. Donc, on peut positionner les 4 pierres dans la galerie. Comme tu disais, à l'échelle d'une ville, mais ça peut être à l'échelle du pays ou plus à l'échelle du monde, pourquoi pas. Voilà. Il y a juste un protocole à respecter. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi qu'en fait, ce jeu entre le visible et l'invisible qui va aussi, on en parlera après, devenir un jeu sur le matériel et l'immatériel. C'est aussi un jeu d'espace et des œuvres qui vont être potentiellement à dimension variable. Je pense que la variabilité des dimensions et des perceptions, c'est aussi quelque chose qui te porte. Ça m'amène à une autre pièce conceptuelle, cette fois-ci qui est, je pense aussi de l'ordre du jeu, hein, qui prend aussi des atours de magie. On est sur une œuvre qui s'appelle One and Free Invisible Chair. Évidemment, le titre est en référence à Joseph Kosuth, comme la forme, mais cette fois-ci, la chaise a disparu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette œuvre qui est présentée actuellement à la galerie Sono? Oui, donc comme tu dis, c'est une citation à l'œuvre de Joseph Kosuth avec la chaise. Donc la définition de la chaise, la photo de la chaise et la chaise réelle. Sauf que moi, je suis parti de l'idée d'une chaise invisible. Donc on a la définition de la chaise invisible, la photo et la chaise invisible. Ici, il y a bien la définition dans le dictionnaire. Donc on voit bien qu'elle existe puisqu'il y a une définition dans le dictionnaire. Évidemment, ce n'est pas vrai, mais j'ai fait tout pour qu'on y croie et pour ancrer l'œuvre dans le réel. Ensuite, vous avez donc la photo, comme vous avez pu voir, et la chaise invisible sur laquelle on peut vraiment s'asseoir. Je vous ai fait une petite vidéo un petit peu accélérée. Voilà. Et donc là, hein, c'est toi qui active cette chaise invisible. Tout à fait, ouais. L'idée, c'est que tu l'actives une fois dans l'exposition, plusieurs fois ou... Donc, elle est activée, soit on programme des heures, soit elle est activée quand je suis présent, effectivement. Mais après, il y a une trace vidéo pour quand je ne suis pas là. D'accord. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, de la même manière, de la même façon que pour 44,96 mètres carrés ou X mètres cubes d'air, il y a toujours ce
sorte de frustration ou d'état latent. Je pense que tu joues beaucoup de ça, hein, mais c'est pas du tout de l'ordre de l'ironie, il y a presque vraiment de l'ordre du jeu, mais du plaisir du jeu, du plaisir de la magie, où on est face à des œuvres qui de toute façon préservent un manque, et c'est en même temps des déclencheurs pour notre imaginaire. Oui, exactement, ouais, tu as raison, ouais. Tout à fait ça. Comme je le disais, on a passé un premier point sur visible-invisible, et ça nous conduit assez naturellement à parler d'une autre dialectique qui serait autour du thème de la matière, et donc de l'immatériel et de l'immatériel. Et là, on est face à une œuvre qui s'appelle donc Le Mobile de Poussière, qui est une œuvre qui a été réalisée en 2010, et où on est sur quelque chose d'inframince, hein, comme tu le disais, quelque chose qui finit par révéler son espace, mais qui est aussi au bord de l'immatériel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là? Oui, alors là, effectivement, il y a un petit peu plus que rien à voir, mais on est encore dans l'inframince, comme tu disais. Donc, il y a cette poussière que je fais danser grâce au mobile de poussière et au ras du sol, et qui fonctionne grâce au déplacement d'air. Et là, il y a les prémices, effectivement, de tout le travail que j'ai pu engager avec le médium air, et qu'on va pouvoir retrouver dans les œuvres suivantes. Et voilà, je ne sais pas si tu veux dire autre chose à propos de cette œuvre. Là, ce qui m'intéresse aussi à travers cette œuvre, c'est que, on parlait juste avant de l'invisible, c'est que ces maigres petites traces, petites particules, finalement, elles viennent révéler l'invisible. Elles vont révéler l'air. Enfin, il y a une autre œuvre qu'on n'a pas mis dans le PowerPoint, mais que tu vas faire après, qui est La fabrique des courants d'air. C'est vrai qu'on a ce jeu aussi avec quelque chose qui n'est pas immatériel, parce que c'est bien présent autour de nous, c'est constitué de cellules qui sont parfois pas perceptibles à l'œil humain, ou qui sont effectivement extrêmement volatiles comme ici, et que tu vas venir capturer. Et finalement, ce détournement de quelque chose qui est très infime, très, très simple, va finir par nous montrer quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude. Oui, tu as raison. En fait, il révèle, il matérialise effectivement l'air, comme tu dis. C'est vraiment le début de ça. Et c'est aussi la première fois où j'utilise la poussière, qu'on va retrouver par la suite dans plusieurs de mes œuvres. Toujours à travers cette idée de matière, et en continuité de celle-ci, je parlais de la fabrique des courants d'air. Je voulais évidemment qu'on montre une autre œuvre qui s'appelle Verre soufflé, qui avait été réalisée donc, dans le cadre de l'exposition Jardin d'hiver, que j'ai eu le plaisir de réaliser à tes côtés, et qui était donc le remplacement d'une des vitrines de la galerie par une œuvre dans laquelle il y avait ces empreintes de souffle qui étaient donc incrustées à fleur de verre. Et finalement, tout ce qui avait conduit cette exposition, c'était essayer de capturer l'insaisissable, et notamment capturer les courants d'air. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce geste utopique de capturer les courants d'air? Oui, mais tu as raison, parce qu'en plus, cette œuvre, elle introduisait l'exposition, c'est-à-dire qu'il y avait tout un circuit de courant d'air après avec des œuvres dans la galerie. Et là, donc c'est comme tu dis, c'est les empreintes de mon souffle. Pour réaliser ça, en fait, je soufflais dans du plâtre mouillé liquide jusqu'à ce qu'il devienne dur, jusqu'à ce qu'il durcisse. Donc là, j'obtenais le moulage de mon souffle. Ensuite, avec un souffleur de verre, on a pu réaliser donc, les empreintes, les empreintes que vous voyez qui sont après fixées sur la plaque de verre et qu'on avait remplacées dans la vitrine. Mais il y avait aussi cette idée de... Là, l'air vient de l'extérieur, les respirations viennent de l'extérieur. Il y avait aussi cette idée du regardeur qui se positionne devant la vitrine avec sa respiration, déforme le verre de la vitrine. Et ce courant d'air, on le retrouvait donc dans une autre œuvre qui s'appelait Dans la mesure du saisissable. Donc là, on voit juste avant, effectivement, on a une version. Une autre manière de présenter, effectivement, comme l'œuvre a été faite in situ, maintenant je la présente comme ça, mais il faut savoir qu'elle peut être redécoupée aux dimensions d'une fenêtre, si par exemple quelqu'un veut la mettre chez soi, ou je ne sais pas. Mais sinon, je la présente comme ça. Pour un autre contexte d'exposition, mais finalement, c'est toujours Ouais. cette même idée de quelque chose qui traverse. Je pense que ça nous emmène aussi, effectivement, à parler des sortes de jeux d'opposition, hein, que tu crées entre les matériaux, que tu forces finalement à faire se rencontrer,
entre des matériaux lourds, des matériaux légers, des matériaux robustes, des matériaux fragiles. Évidemment, là, on voit donc l'œuvre qui s'appelle Dans la mesure du saisissable, enfin, qui est une des propositions d'une série un peu plus étendue, où ici, tu as travaillé avec à la fois du béton, qui est un matériau qui est assez récurrent dans ta pratique, et que tu as associé à de la cire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as réalisé ça aussi? Bah, en fait, c'est un peu la même idée que le moulage de mon souffle, mais avec de la cire. Mais sauf que là, c'est vraiment des courants d'air, donc avec un dispositif qui envoie de l'air. Donc, je mets de la cire liquide. Pareil, j'envoie l'air jusqu'à ce que la cire elle commence à figer. Et donc, l'idée, c'est garder une empreinte, de matérialiser les formes de l'air, du courant d'air. J'aime bien, je trouve ça très poétique dans l'idée de quelque chose qui n'est pas forcément réalisable, comment matérialiser un courant d'air. Et il y a cette dualité effectivement avec la base en béton, donc on retrouve des notions de lourd et de léger que je vais développer aussi tout au long de mon travail. Et oui, voilà, c'est tout. Il y a quelque chose qui est toujours effectivement extrêmement fragile. Enfin, il y a souvent un équilibre précaire dans tes œuvres. Euh, et ça m'amène aussi à un autre sujet, c'est tu parlais de comment tu fais finalement ces œuvres. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'expérimentation chez toi, dans ton atelier, presque de la petite cuisine dans ce type d'œuvre, avec des procédés qui, pour les avoir vus, parfois sont surprenants ou incongrus, mais qui fonctionnent. Et pour d'autres œuvres, on l'a vu notamment pour le verre soufflé ou pour l'œuvre qui suit, qui s'appelle Chant de force, on a une installation qui semble comme ça, effectivement, aller de soi. Il y a une forme très épurée, hein, souvent quand même dans tes œuvres, quelque chose de très poétique, mais qui cache finalement une véritable complexité technique, et où tu vas t'entourer de personnes. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que finalement, là, on voit effectivement cette installation où les boules semblent tomber et faire plier le verre. Ça semble très simple, ça semble aller de soi, et pourtant, ce n'est pas tout à fait le cas. Bon, déjà là, comme tu as évoqué aussi avec l'œuvre précédente où je l'ai faite, on retrouve ce lien au lourd et au léger, donc ces bulles de souffle du souffleur de verre et puis ces boules de béton qui rentrent dedans. Et alors ça, effectivement, c'était un défi technique. J'ai mis à peu près, je crois, un peu plus de 2 ans pour terminer l'œuvre parce que faire coexister comme ça du béton et du verre, c'est pas naturel. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait pénétrer la boule, comme vous voyez à droite, dans le verre, là, elle reste dans le verre prisonnière et donc elle est obligée de repartir au four. Donc, est-ce qu'on est obligé de faire descendre le four en température jusqu'au lendemain matin? Et donc, ça passe la nuit comme ça. Et généralement, on perdait le lendemain matin, on ouvrait le four et on perdait 80% de la production parce qu'on ne pouvait pas maîtriser toutes les variables, quoi. C'est-à-dire que en fonction de l'épaisseur du verre ou je ne sais quoi, ou des vapeurs du béton, j'en sais rien, ce qui faisait que ça explosait dans le four. Donc ça, c'était le plus grand défi technique, comment faire pour pouvoir maîtriser la réalisation comme ça de deux matières qui ne sont pas faites pour se rencontrer. Ça me révèle autre chose, c'est que finalement, à travers les œuvres que l'on vient juste de voir, entre champ de force, dans la mesure du saisissable ou verre soufflé, il y a quelque chose qui est aussi entre l'aléatoire et le contrôlé. C'est-à-dire que tu vas poser un cadre, il y a l'idée qui est là, qui parfois est très ambitieuse, et il va y avoir l'étape de réalisation, comment je peux matérialiser finalement cette idée. Et en même temps, il y a toujours une part d'aléatoire. C'est le jeu des courants d'air, c'est que tu ne peux pas totalement maîtriser la matière avec laquelle tu travailles. Oui, et c'est une des problématiques de mon processus, parce que j'essaie de faire des choses qui ne sont pas forcément possibles. Donc, effectivement, des fois, je ne maîtrise pas tout forcément ce que j'ai envie de faire. Au final, des fois, ça donne de belles surprises. Hein, comment on appelle ça, la sérendipité, là, des choses qu'on n'avait pas prévues, qui amènent à d'autres œuvres. C'est aussi un processus de création que j'aime bien. Mais oui, c'est ça exactement, comment faire en sorte de maîtriser ces variables, quoi. Juste après Champ de force, je crois qu'on a une image de les secondes devenant des millénaires. Ici, on est finalement, ça boucle ce projet autour
des souffles et de la capture des souffles, on est aussi dans un rapport de temporalité, parce que finalement, que ce soit vers souffler dans la mesure du saisissable ou les secondes devenant des millénaires, c'est des empreintes de temporalité. Et ici, les empreintes sont matérialisées dans du marbre. Et effectivement, il y a l'idée que finalement, ce qui est de l'ordre de l'éphémère absolu va durer extrêmement longtemps. Est-ce que tu peux nous Et, parler? là, c'est un petit peu le même le procédé que tout à l'heure avec verre soufflé, hein, puisque c'est les empreintes de mon souffle. Donc, à la base, qui sont pareil réalisées dans du plâtre, sauf qu'après, ils ont été numérisés et puis fraisés dans la pierre. C'est ça qui m'intéressait, c'était cette idée d'avoir une archéologie de l'insaisissable, que ça soit ancré dans la matière, dans la roche. Et après, c'est le même procédé. Et effectivement, il y a cette notion de temporalité, comme tu dis, qui est très à souligner, qui est très présente aussi dans ce travail. C'est très beau, je retiens archéologie de l'insaisissable. Belle formule. Il y a aussi donc, deux autres œuvres, l'œuvre de toute une vie et Fragments, où là tu vas continuer à travailler sur la matière en dialogue avec le marbre, qui me semble procéder en fait d'une interrogation sur la temporalité et aussi sur ce que l'homme ou l'humain laisse comme trace en fait. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est une écriture réalisée en poussière. Donc là, on retrouve le lien à la poussière, à l'inframince et les questions aussi plus existentielles sur la vie, quoi. Mais oui, il y a aussi une notion qui intervient ici, qui est celle du trompe-l'œil, qu'on va développer par la suite. Là. Donc là, une deuxième œuvre sur le même principe, donc poussière sur marbre. Et après, je sais pas, on passe à la prochaine. Oui, oui, oui. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose d'extrêmement délicat. Hein. C'est aussi le degré de précision, de délicatesse de tes projets fait, comme tu le disais, que on peut passer devant au final sans remarquer en fait qu'il s'agit de la poussière. Il y a ce jeu aussi de distance, de regard avec tes œuvres, qui est une question de perception, bien sûr, où finalement tu invites le spectateur ou la spectatrice à vraiment s'avancer. Et en même temps, il peut complètement passer dans l'exposition et passer à côté de ces matériaux, exactement comme ce qui se passe dans la vie, finalement. Mais cette notion est très importante dans mon travail parce qu'on peut facilement, dans beaucoup de mes œuvres, passer à côté de l'œuvre. En fait, si on ne prête pas attention ou si on n'a pas justement connaissance de l'œuvre, comme les miroirs où il faut souffler dessus, si on ne sait pas qu'il faut souffler dessus, on passe à côté de l'œuvre. Mm. Mais il y a bon nombre de mes œuvres qui fonctionnent là-dessus, effectivement. Il y a donc cet autre projet, Nowhere, No Here, et pareil, en fait. C'est ça qui est Exactement. aussi assez complexe, et notamment là, dans le cadre d'un PowerPoint, c'est que il y a une expérience au niveau de la matérialité et de la perception qui doit se faire dans l'espace. Ici, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, en fait? Parce qu'on a l'impression que c'est Donc un là, néon. il y a toujours effectivement ce lien au trompe-l'œil à l'illusionnisme, puisque là, on pense que c'est un néon. Je joue avec ça, avec tous les codes du néon. Donc, mais sauf que c'est un néon en céramique, donc réalisé à la main. Bon, j'ai repris toutes les formes néon traditionnelles, mais même s'il y a les câbles et le transfo, c'est pour qu'on y croit encore plus. Voilà. Mais on peut passer à côté, effectivement, si on ne le sait pas ou si on n'observe pas, comme je dis, la matérialité de l'œuvre. Là Et aussi, hein, alors, aussi, ouais, vas-y. je crois que c'était aussi une sorte de défi. Enfin, il y avait Alors, une vraie. ouais, un défi technique comme j'ai pu le faire auparavant avec les sphères en verre. Là, la contrainte, le fait de devoir contraindre la matière, les boudins de terre à prendre une forme, en fait, en séchant, le boudin a tendance à vouloir reprendre sa forme initiale. Donc, j'étais obligé de le caler dans tous les sens avec des bouts de bois. Et là, c'est que le début, hein. Après, il y en a partout, il y en a même sur le dessus pour pouvoir maîtriser la hauteur aussi, parce qu'il avait tendance à se lever aussi tout seul. Mais en gros, voilà le procédé technique que j'ai utilisé. Il y a une valeur aussi qui me semble assez importante, c'est l'écriture. Justement, dans le cadre de l'expérience de l'exposition que l'on peut faire, dans le cadre de la perception, euh, tu donnes aussi à lire des choses. Il y a une valeur poétique de tes projets.
Oui, il y a toute une partie de mon travail en lien avec l'écriture, avec les miroirs, par exemple, où on révèle des phrases avec des néons, ou aussi, on n'a pas parlé, mais aussi au travers des titres, le titre de mes œuvres. Mhm. Ouais, j'aime bien ça, il y a tout un rapport, un lien à l'écriture et ouais, que Co- j'aime Comment ça, développer. comment ça se construit un petit peu ça, cette écriture? Et ben, ça se construit, soit c'est quelque chose c'est-à-dire qu'il faut avoir l'œuvre en tête, et au quotidien, si on tombe sur des mots, des phrases, je les note, ou alors et donc je me dis, tiens, là, ça fait tilt, ou alors c'est un autre procédé où je répertorie, j'ai un carnet de phrases, et puis je les lis, je les regarde en fonction quand je cherche un titre, et puis là, ça fait sens au bout d'un moment, mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Il y a un rapport qui est en fait, à mon sens, très sensible, finalement, aussi à travers cette écriture, qui est une sorte d'élément qui va aussi nous pousser, hein, bien sûr, à toujours éveiller notre imaginaire. C'est-à-dire que les phrases sont parfois, dans dans leur aspect poétique, quelque chose de soit mystérieux, soit de philosophique, donc qui vont nous emmener en fait à porter la réflexion. Mais effectivement, dans cette interrogation autour de la perception, il y a aussi le rapport visuel et le fait que certaines œuvres ne peuvent s'expérimenter en fait que physiquement, puisque il est impossible en fait de les capter. Donc c'est notamment le cas de cette œuvre, L'Ordre des apparences, où vous découvrez donc 4 photographies qui vous permettent de traduire un petit peu le procédé, mais je crois que c'est pas véritablement ce qu'on voit dans la réalité. Exactement. En fait, comme tout à l'heure, comme je le disais, on peut totalement passer à côté. En fait, ce que vous voyez, en vrai, c'est la photo de gauche, donc un néon blanc avec du noir à côté. Mais en réalité, là, les couleurs que vous voyez ensuite, c'est juste révélé par le prisme de l'appareil photo. Vous voyez pas ces couleurs en vrai. En fait, l'œuvre, il faut vraiment l'expérimenter. Et l'œuvre se situe au-delà, elle se situe dans l'atmosphère, c'est-à-dire dans l'air, puisque les couleurs, elles se matérialisent dans l'intervalle du regard, en fait. C'est-à-dire qu'il faut bouger les yeux ou bouger la tête pour voir ces couleurs se matérialiser. Et c'est un peu complexe comme ça, peut-être à comprendre, mais en fait, il faut vraiment l'expérimenter, quoi. Mais je pense qu'on touche à quelque chose qui est extrêmement important dans le rapport d'expérience esthétique que l'on fait dans tes expositions ou face à l'une de tes œuvres isolées. C'est ce rapport sensible. Ça me fait penser à un très beau livre qui s'appelle La vie sensible, écrit par Emmanuel Kocha, qui explique très bien finalement ce qu'est le sensible. Où il dit que finalement le sensible n'est pas lié à un objet ou à l'humain, mais qu'il est en fait entre les deux, dans la relation entre l'humain et l'objet. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait que tu essayes de saisir ou de mettre en jeu à travers tes œuvres. Ouais, c'est une très belle citation, j'aime beaucoup. Tu te touches dans le mille. C'est ça. Après l'ordre des apparences, on a aussi le bruit des mondes, puisque finalement, cette interrogation de la perception ne va pas uniquement sur un rapport visuel, sur un rapport à l'œil. Il se construit à travers d'autres expériences sensibles, et notamment celle de l'écoute. Là aussi, on avait, d'ailleurs, ça m'a fait penser à Dan Graham, mais peut-être que toi, c'était d'autres références. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette œuvre qui n'est pas qu'un tourne-disque face à votre écran? Donc là, avec l'œuvre d'avant et celle-ci et celle d'après, on rentre vraiment dans des œuvres qui demandent une participation active du spectateur. Donc là, avec le bruit des mondes, c'est tout simple, enfin, en apparence. Vous mettez un casque, vous lancez le disque, et là, vous entendez un son qui est ce qui vient de se passer dans la pièce où vous êtes, mais une minute avant. Donc là, il y avait un petit concept qui m'intéressait, qui était comment défier le réel, dans le sens où comment c'est possible d'avoir à l'avance un vinyle enregistré avec le son qui vient juste de se passer une minute avant. Donc c'est de là les parties d'idées. Et on rentre aussi dans tous ces questionnements liés à la précipitation, à l'impossible. Mais tout est truqué en réalité à l'intérieur. Si vous voulez que je développe un petit peu, mais en fait, sur le vinyle, il est gravé un son qu'on n'entend pas. Et il y a un ordinateur à l'intérieur, un petit ordinateur à l'intérieur de tourne-disque. Il y a un micro qui enregistre le son dans l'espace. Quand le diamant il vient rentrer en contact avec le vinyle, il envoie le son qu'on n'entend pas à l'ordinateur. Et l'ordinateur, il envoie le son qu'il a enregistré dans le casque. Tout est synchro. Du coup, on y croit. Mais en fait, le vinyle, c'est un leurre. Voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est de l'expérimenter par soi-même. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est de voir comment les gens vont réagir quand ils entendent, quand ils se rendent compte de quelque chose qui n'est pas possible. Oui, il y a souvent ça, des sortes ce jeu illusionniste, en fait, qui est propre à la magie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on se demande, mais comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça fonctionne aussi assez bien avec Daydream, je crois qu'il est juste après. Là aussi, donc une pièce à activer, donc, qui était réalisée en 2018 pour une exposition à la Galerie 2248. Et donc, on arrivait face à un écran. Cette fois-ci, on était invité à potentiellement souffler sur l'écran, donc essayer de souffler sur la bougie, sans qu'on le sache d'ailleurs forcément. Il fallait potentiellement Oui, c'est comme passer. les autres œuvres, hein, on pouvait passer à côté, hein, si on ne savait pas Voilà. qu'il fallait souffler dessus. Elle pouvait rester complètement à l'état latent et donc se dire que voilà, c'était juste évidemment une image de vanité qui peut renvoyer par exemple aux très belles photos-peintures de Gerhard Richter sur les bougies. Mais au moment où on se met à souffler sur l'écran, eh bien là, la magie opère, la flamme se met à vaciller. Comment t'es venu cette idée? Comment tu l'as mis en place aussi à travers la galerie? Parce que là aussi, c'est des jeux aussi techniques derrière qui sont assez marrants. C'est un peu révéler l'envers du décor du magicien. Déjà, pour pas revenir au titre et au lien effectivement à Richter, moi, je suis parti aussi de la pochette de Sonic Youth, d'où le titre Daydream, où il y avait sous cette pochette une représentation de la bougie de Richter. Mais en l'occurrence, comme tu disais, là, il faut souffler dessus, mais il faut le savoir, mais aussi, c'est poreux, pas forcément que au souffle, mais c'est poreux au courant d'air qu'il peut y avoir dans la galerie naturellement, hein. Si tu passes devant ou si les portes sont ouvertes, ça va aussi vaciller la flamme. Donc là, l'idée, c'est de souffler sur la bougie et la flamme va vaciller. Donc il y a le même questionnement qu'avec les vinyles, c'est comment interagir dans quelque chose qui est enregistré. Jouer donc avec le rapport réel-fiction. Donc il faut savoir qu'en fait, ça, je jouais juste avec un petit décalage, c'est qu'on pense que c'est une vidéo, mais en fait, ce n'est pas une vidéo puisque c'est du direct. Donc en l'occurrence, quand on souffle, il y a un capteur d'air. Il y avait toute une partie trucage qui était invisible, là je vous la montre, donc cachée dans la cave de la galerie. Donc quand on souffle, il y avait un petit ventilateur, donc vous voyez une petite hélice là à gauche qui se mettait en route. Ici vous avez la caméra et au fond vous aviez donc la bougie. Donc tout était synchro. Donc voilà un petit peu l'envers du décor du trucage du magicien. Mais oui, c'était un défi technique, mais c'était une bonne expérience. C'était une œuvre ludique. Et qui en même temps met en jeu justement un rapport à la temporalité, hein, qui est quand même aussi très très importante, hein, dans ton travail, entre ce qui est présent, ce qui est absent, ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, ce qui est matériel, ce qui ne l'est pas, et entre justement ce rapport d'interaction et ce rapport sensible aux œuvres que tu mets en jeu. Très récemment, et notamment qui est en ce moment présenté également dans l'exposition à la Galerie Sono, il y a cette nouvelle œuvre, là aussi extrêmement fine, puisqu'on a sous cette cloche, donc l'œuvre elle s'appelle De tout, il ne restera pas grand-chose, et sous cette cloche en verre, je crois que tu as une image de détail. En fait, au centre, il y a des cheveux qui vont en fait indiquer l'heure, puisque c'est une véritable horloge. Oui, alors là, on retrouve donc l'inframince, la poussière. Mais à la base, c'est une œuvre aussi que j'ai élaborée suite à la lecture d'un livre de Robert Houdin, donc célèbre magicien, mais également inventeur et horloger de génie. Et plus précisément, une œuvre qui s'appelle l'horloge à trois mystères. C'est une horloge assez exceptionnelle où on ne voit pas comment fonctionne le mécanisme parce que toute l'horloge est presque transparente. On voit les aiguilles, mais derrière, tout est transparent, même la base. Donc, on se demande comment c'est possible. Moi, suite à ça, j'ai élaboré une œuvre qui va dans ce sens et qui mélange toutes mes préoccupations. Et là, on retrouve la cloche qu'on peut avoir sur les anciennes sur les pendules, mais il n'y a effectivement que deux poils, deux cheveux, plus précisément, et qui indiquent en permanence l'heure exacte. Donc il y a aussi quelque chose de magique, et il y a cette notion du temps, la temporalité au travers aussi du cheveu et de l'horloge. Voilà. Évidemment, cette fois-ci, nous ne révélerons pas comment ça fonctionne. On ne peut pas tout révéler non plus. Mais effectivement, ce rapport au temps, en fait, il fonctionne à travers l'idée du sensible, hein, c'est que
il faut faire l'expérience des choses. Et aussi, on le voit par rapport aux premières œuvres que l'on a vues dans le PowerPoint, c'est toujours cette idée que finalement, on va certes appréhender les œuvres à un moment donné, mais ces œuvres, elles vont se développer, elles vont se poursuivre, elles ont leur propre autonomie. Et c'est ça que je trouve aussi assez intéressant. Ce rapport à la magie, tu viens de l'évoquer à travers l'une des références qui a généré cette œuvre. Mais en fait, la magie, c'est quand même quelque chose de très ancien dans ton travail, à la fois dans ton travail artistique, à la fois dans ton parcours. Ça vient aussi d'une passion, finalement. Comment tu effectues ce lien, finalement, entre la magie et l'art contemporain? Comment tu arrives à te saisir de ça, aller de l'un à l'autre, finalement? Donc oui, comme tu dis, c'est une passion que j'ai depuis que je suis enfant, adolescent, que j'en ai pratiqué, j'en ai fait beaucoup. Après, j'ai basculé vers les arts plastiques, mais les professeurs ont l'intelligence de me faire comprendre que c'était une force qu'il fallait que je développe dans mon travail, sauf que je ne l'ai pas forcément assumé tout de suite, quoi, mais ça se retrouve ponctué dans mes œuvres, dans mon travail, sous différentes formes. Ça peut être des thématiques comme la disparition, la lévitation, etc., ou dans des matériaux que j'ai pu utiliser, comme du fil presque invisible dans le mobile de poussière, ou dans les choses impossibles que j'essaie de réaliser, comme vous avez pu voir donc là récemment. Et après, ben là, dernièrement, j'ai plus retravaillé sur ces questions. Donc, j'essaie plus de développer cette spécificité dans mon travail. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ben, on n'a qu'à voir une petite vidéo que j'ai réalisée qui est présente dans l'exposition de Camille Dondoker, là, qu'elle a réalisée, Vision troublée, que vous pourrez voir jusqu'au 3 juillet à Galerie Sodo. Donc là, je vous mets la vidéo. Voilà, donc j'aimais bien l'idée de comment transformer une goutte de sang en coccinelle, ouais, tout un rapport à la poésie qu'on retrouve dans mon travail aussi, mais voilà un petit peu ce que je vais développer dans cette œuvre. Et là, je pense qu'il y a effectivement ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est évidemment, on voit que finalement, il y a quelque chose de magique, un procédé que tu vas utiliser et que tu vas déplacer dans le champ de la vidéo et de l'art contemporain, avec, je trouve, une sorte d'amusement. C'est-à-dire, il y a à la fois quelque chose de poétique et en même temps quelque chose qui est presque à la Buster Keaton, mais de façon très, très simple. Et finalement, ça se retrouve aussi dans cette autre vidéo qui s'appelle Le réel et son double, où tu joues, encore une fois, hein, mais avec d'autres procédés de l'illusionnisme, de notre attention. Il y a parfois aussi où finalement ce trouble dans la perception ou dans le geste que tu effectues est au bord hein, du visible. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et je tiens à préciser quand même que ces vidéos, c'est des vidéos réalisées sans trucage. Et oui, alors là, c'est pareil, c'est comment défier le réel en faisant en sorte que le reflet ne soit pas le même que dans le réel. Donc là, je vous laisse découvrir.
Donc c'est ça, hein, quand tu disais pas de trucage, c'est que finalement, tout se fait en une seule prise. Exactement, et il n'y a pas de retouche derrière vidéo de trucage. Hein. Pas d'effets spéciaux. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, et je pense que c'est ce qu'on voit aussi entre ces deux projets vidéo récents de 2021 et l'œuvre que l'on a vue avant, Daydream, qui est aussi une œuvre vidéo, mais avec un dispositif beaucoup plus complexe. C'est que à la fois, des fois, tu vas produire des œuvres qui nécessitent une réelle technicité, et d'autres qui vont finalement être plutôt de l'expérience d'atelier et de quelque chose de plus direct finalement de produit. Oui, là d'ailleurs, sur cette vidéo, on m'a parlé, des gens qui ont vu les vidéos m'ont fait des références aux expérimentations de Bruce Nauman, dans l'atelier de Bruce Nauman, ces vidéos-là. Et voilà, il y a des petits liens à faire comme ça avec aussi Ismaël Bari ou Mircea Cantor, qui m'avait dit aussi. Ouais, des choses plus directes, effectivement. Nous avons déjà passé 45 minutes à discuter. Comme cette œuvre dont on ne parlera pas, mais que vous pourrez certainement découvrir à la galerie ou sur le site internet de Jean-Baptiste ou ailleurs, dans d'autres expositions. Il est temps de faire le silence pour rétablir l'équilibre du monde. Vaste programme, je crois. En tout cas, j'espère que ces amorces à travers l'œuvre de Jean-Baptiste vous auront intéressé. Bien sûr, on vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, eh bien, c'est l'heure des questions. Et merci à toi, Thomas, pour ton intervention formidable. Mais merci à toi, Jean-Baptiste, pour tes réponses tout aussi formidables. Et merci à tous les deux, vraiment, j'interviens. Vraiment, c'était ces coups de sonde comme ça dans une œuvre qui est protéiforme. Moi, je connais un peu plus en profondeur le travail de Jean-Baptiste et était passionnante. Vraiment, j'invite tout le monde qui est présent à faire peut-être un saut à la galerie Sono, justement, dont il était question, et qui normalement ferme le samedi prochain. Hein. C'est ça. Et c'est une très belle exposition qui reprend des pièces plus anciennes, qui en apporte quelques-unes aussi nouvelles et qui voilà, nous font voyager à travers l'univers de plusieurs artistes, dont celui de Jean-Baptiste, qui est vraiment protéiforme, plein d'humour, extrêmement riche. On n'a fait que effleurer un travail qui se décline en 1000 pièces, les unes plus inventives, plus sémillantes que les autres. Merci. Voilà, j'avais aussi, Jean-Baptiste, après vous avoir remercié vraiment, et je ne le ferai jamais assez à tous les deux, de voilà, nous avoir voyagé à travers cet univers qui est vraiment passionnant, celui d'un magicien, et peut-être pas tant d'un magicien que ça, d'un illusionniste aussi. Enfin, j'avais justement une question à Jean-Baptiste, à poser à Jean-Baptiste. Bon, déjà, les vidéos qu'on a pu voir et les pièces, les photos de pièces qu'on a pu voir montrent que, au fond, malgré l'inventivité, fourmillante imagination de Jean-Baptiste, il y a quand même un procédé qui traverse comme un fil rouge là. L'ensemble de ton travail, tu me diras, Jean-Baptiste, si je me trompe, c'est au fond que à chaque fois, tu produis des sortes de, je dirais, de renversements dialectiques comme ça, c'est-à-dire que tu suggères, tu provoques parfois vraiment des mouvements, des processus, lesquels, en se poursuivant, produisent le contraire de ce qu'on attend et de ce qu'ils devraient produire. Donc, des coups de théâtre, des surprises comme ça, où finalement, on voit bien qu'une goutte de sang, on a vu dans la vidéo de la coccinelle, qui est au fond un liquide qui nous est très intérieur et intime, se transforme dans les ailes en ailes de coccinelle, c'est-à-dire en quelque chose qui est justement très extérieur. Que les mouvements aléatoires de la poussière puissent finalement se révéler être des mouvements très, très réglés par finalement une horloge dont tu as le secret, Jean-Baptiste. Je ne sais pas comment tu fais, mais en tout cas, j'ai pu le constater. Les deux poils de poussière, l'une compte les minutes et l'autre l'heure. Et tout est comme ça. Le souffle, qui est tout ce qu'il y a de plus éphémère, finalement devient quelque chose de pérenne, de stable, et donc toujours, on passe d'une chose à son contraire. Et en même temps,
malgré ces renversements, aucune loi de la physique n'est renversée. C'est-à-dire que tout s'explique sans trucage par des lois qui, elles, ne changent pas, alors qu'en réalité, on a l'impression que ces processus toujours introduisent quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant, quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Donc, moi, je me demande si tu es un magicien, parce qu'effectivement, d'une certaine façon, tu l'es, tu devrais, je pense, vouloir aspirer à un au-delà de ce monde, comme tous les magiciens qui nous transportent dans un monde qui n'est pas celui que nous connaissons, le monde quotidien. Et en même temps, tu restes très, très ancré dans ce monde que nous révèle la science et qui, lui, continue à fonctionner en vertu comme ça de son mouvement comme avant. Et donc, voilà, quelle est ta position par rapport à la science? Est-ce que tu es un techie, un passionné de science, ou est-ce que tu penses peut-être souvent dans ton travail dépasser ce monde peut-être un peu trop étroit et étriqué de la science? Quelle est ta position par rapport à la science? Est-ce que tu as une passion pour la science ou est-ce que tu essaies d'aller au-delà vers une sorte de métaphysique de la science, de la physique? Moi, à la base, je n'ai pas forcément une passion pour la science, mais comme je suis amené à travers mes idées, mes projets, à réaliser des choses, comme tu dis, des dualités, des choses pas forcément possibles, je m'y intéresse, mais je m'y intéresse de plus en plus. Mais c'est pas, je ne vais pas m'intéresser à la science pour, comme ça directement, pour développer un projet. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que euh, je vais aller me renseigner un petit peu si j'ai ou contacter des gens. Parce que moi, je ne m'y passionne pas forcément plus que ça, mais je vais contacter des gens qui ont plus de professionnalisme dans ce secteur-là. Je vais leur expliquer mon idée. Et puis après, ils vont me dire, bah, tiens, il faudra peut-être faire appel à la science ou pas, etc. Mais à la base, je n'ai pas forcément un attrait plus que ça. Mais après, ça dépend des projets. Hein. Si je peux tomber sur un article Voilà, scientifique. tu es un dévorateur de magazines de sciences, Non, science non, je ne ou suis pas non? comme ça. Non, 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 pas du tout. Non, 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 c'est pas comme ça que je fonctionne. Et la magie et le chamanisme, ça t'intéresse par ailleurs, tout ce qui est un peu occulte et non scientifique? Alors, c'est une autre partie qu'on peut associer à la magie, mais qui n'est pas la même magie. Hein. Moi, j'aime bien la magie du trucage. Mais c'est pas pour ça que je m'y intéresse pas. Mais ce sont deux univers qui ne fonctionnent pas forcément ensemble dans ces deux milieux opposés. C'est-à-dire que les gens de la précipitation classique euh, ne croient pas forcément à une autre magie. Eux, ils sont vraiment ancrés dans le tout est faux, on vous trompe, etc. Et c'est pas pour ça que moi je m'intéresse à tout. Donc, c'est pas pour ça que je vais pas m'intéresser à d'autres, effectivement, comme tu dis, à du chamanisme ou pas. Je m'intéresse un peu à tout. Je suis pas fermé là-dedans, quoi. Oui, c'est un statut vraiment pas passionnant parce qu'en même temps que tu es magicien, tu es prédicateur et tu n'es ni l'un ni l'autre. Un peu, tu te joues une frontière qui est très labile. Et puis ces renversements dialectiques, mais alors là, bon, pour qui connaît un peu ton travail, mais il y en a partout, partout. Le reflétant et le reflet, là, on l'a vu avec les ciseaux, les reflets qui deviennent de faux reflets, apparence-réalité. Il y avait des cercles qui se transformaient en carrés ou l'inverse, des solides Ouais. périssables, des stables instables, le plat et volume. Il y a la part, il y avait ces sculptures qui, au lieu de s'aplatir sous le poids, finalement, les briques du bas sont les plus rondes et puis elles s'aplatissent à mesure qu'elles se trouvent dans une situation plus élevée. Enfin, c'est un univers passionnant et vraiment, j'invite tout le monde qui est ici ce soir avec nous à feuilleter un peu tes PDF. Peut-être qu'on pourrait le mettre en ligne parce qu'il y a 15 ans que tu travailles et que tu accumules Oui, pas autant que plus ça. Hein. attentifs que les autres. Vraiment, c'est Je passionnant. suis sorti en 2010 hein, des Arts décoratifs de Paris. Donc oui, oui, enfin, ma pratique professionnelle elle est plus récente. Enfin, mais oui, j'ai commencé avant, effectivement, à l'école. Avant, bien sûr, avec les arts déco aussi. Mm. Ouais, ouais. Moi, je voulais réagir sur une des choses, justement par rapport à ce côté de magie ou l'idée que le magicien peut être déconnecté du monde. Je pense qu'en fait, le principe enfin, ce qui est au cœur du travail de Jean-Baptiste, c'est justement d'être pleinement ancré dans le réel et dans le quotidien. Et je pense que là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que il fait des trucages ou des choses qui sont de l'ordre de l'illusionnisme, mais en tant qu'artiste plasticien, et pas l'inverse. C'est pas un plasticien qui fait un moment de la magie, j'ai l'impression. Et je pense que de toute façon, ça va jamais
être complètement déconnecté du monde parce que c'est à nous, en fait. Je pense que les œuvres, elles sont des déclencheurs et que c'est dans la relation qu'on va tisser ou non avec l'œuvre qu'on va pouvoir en fait créer ce monde peut-être parallèle ou ce monde imaginaire ou recomposer autre chose à partir des œuvres. C'est pour ça que tu es un artiste, hein, vraiment. Ars Supranatura, tu passes la nature. En même temps, tu es en restant, je sais pas, enfoncer des talons. Ça, c'est ton art à toi. Bravo. Merci.